Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus à cette deuxième journée du Forum international de l'industrie et des services pour la région Souss-Massa, organisée ici donc dans la capitale Agadir. On va poursuivre les débats qui ont été enclenchés hier, qui ont été particulièrement riches en enseignements. On a vu toutes les opportunités qui existent dans cette région en termes de développement industriel, tout le potentiel également à saisir. Et on va en explorer certains aspects aujourd'hui avec d'abord cette première thématique qui va être consacrée à la transition énergétique comme levier de compétitivité régionale. Il faut dire qu'on est dans un contexte mondial qui est marqué par la nécessité urgente de réduire les émissions de gaz à effet de serre, on l'a notamment évoqué hier, et de repenser forcément les modes de production et de consommation d'énergie. Et la région Souss-Massa, de fait, se positionne comme un territoire stratégique qui est capable à la fois de conjuguer développement industriel et durabilité. La transition énergétique, elle ne se limite pas, vous l'imaginez bien, à une obligation environnementale, elle représente aussi une opportunité majeure à saisir pour renforcer la compétitivité des entreprises, mais également stimuler l'innovation et créer un écosystème industriel qui soit résilient et attractif à la faveur des différents investisseurs. Alors le panel qui va réunir différents experts qui vont pouvoir nous éclairer sur différents aspects de cette thématique, qui vont partager avec nous leurs expériences concrètes, qui va nous permettre de tirer déjà les enseignements des différentes actions qui sont menées dans la région. On va évoquer notamment la valorisation des ressources énergétiques locales, la construction également de manière globale d'une stratégie énergétique régionale, l'amélioration de l'efficacité énergétique, on l'évoquait, ou encore l'intégration des énergies renouvelables et les différents modes de substitution. Pour nous accompagner sur cette première partie de la matinée, je vais appeler sous vos applaudissements nourris et sincères Madame Selma Absi, qui est Project Management Officer à la Société d'ingénierie énergétique. Bienvenue, voilà, c'est par ici. Monsieur Tariq Bahar, Manager Development Projects en énergie renouvelable chez Mazen. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Siad Karim Zaidi, directeur de l'usine Ejbaha à Ciment du Maroc. Et son confrère Mohamed Kharraqi, directeur de l'usine Souss-Massa à Lafarge. Également l'expert Hicham Bouskeri, CEO à Africa Technical Advisors. Et si Karim Tounouti, qui partagera son expérience avec nous, qui est directeur général de Socotec Maroc et président de l'association marocaine des bureaux de contrôle. Bienvenue madame, bienvenue messieurs. Bien évidemment, honneur aux dames pour la première question. Vous avez tous et toutes des micros à vos côtés. Peut-être un premier aspect pour poser le cadre global, Selma Absi, au niveau de la Société d'ingénierie énergétique. En quoi est-ce que la transition énergétique, notamment dans une région comme Souss-Massa, peut représenter un levier concret de compétitivité et de résilience sur le plan industriel ? Merci Wadih, bonjour à tous. Je remercie tout d'abord les organisateurs pour cet événement et pour le choix des thématiques qui est très pertinent. Alors, la compétitivité aujourd'hui avec la transition énergétique, c'est vraiment... il ne faut pas voir ça comme une contrainte ou bien comme quelque chose qu'on fait simplement pour avoir une image green ou pour pouvoir se positionner sur le marché. C'est vraiment un levier de compétitivité aujourd'hui. Le train est en marche et c'est nécessaire de grimper, je dirais, tant que c'est encore possible, parce que sinon on va perdre des parts de marché. Aujourd'hui, la transition énergétique, elle est en marche et nos entreprises, nos industriels, surtout ceux qui sont confrontés à la taxe, l'ajustement le MACF, qui est le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, doivent impérativement entamer des projets de performance énergétique et de décarbonation. Donc, il faut vraiment voir aujourd'hui la transition énergétique comme un levier de compétitivité qui va permettre de réduire les charges d'exploitation à long terme et qui va aussi permettre d'avoir des technologies qui vont réduire les consommations énergétiques, les optimiser et décarboner nos industries. Donc on se rend compte qu'effectivement c'est un enjeu crucial, c'est un paramètre aussi à intégrer, on l'évoquait notamment lors des premiers échanges d'hier, à intégrer déjà de manière initiale dans la
projection et dans la mise en œuvre du projet industriel. Tarer Bahar au niveau de Mazen, donc l'agence marocaine, on appelle maintenant de l'efficacité énergétique, non plus juste des énergies et de l'énergie durable. Là aussi, quels sont les projets qui sont enclenchés au niveau de la région, notamment dans cette perspective? Alors, c'est une question toute directe à laquelle je pense qu'il faut apporter une réponse concrète. Donc, je vais annoncer la couleur rapidement sans forcément s'attarder un peu sur le contexte et le préambule. Effectivement, aujourd'hui, Mazen, il développe plusieurs projets dans la région Souss-Massa, du fait qu'il se distingue par un gisement solaire très important, notamment du côté sud-est de la région. Et justement, c'est de ce côté-là que nous avons aujourd'hui un projet concret que j'ai le plaisir d'annoncer qui va justement entamer sa concrétisation très rapidement. C'est le projet Nord-Tata. Donc, comme son nom indique, c'est un projet photovoltaïque qui va se situer dans la région, dans la province de Tata et qui s'inscrit dans le cadre d'un programme global qu'on a appelé jusque-là Nord-Atlas. Je m'attarderai un petit peu pour expliquer un peu le contexte de ce programme. C'est un programme qui a été initié depuis quelques années par l'ONE, qui a été transféré à Mazen, qui a été développé, qui arrive justement aujourd'hui à sa phase finale de développement, raison pour laquelle on va déclencher un peu la réalisation dans les prochaines semaines qui suivent. Je peux le témoigner pas plus tard que la semaine dernière, on était là à Agadir pour rencontrer un ensemble des acteurs de la région pour peaufiner, finaliser les derniers permis et autorisations nécessaires justement pour déclencher la réalisation. Ce qui est également intéressant dans ce programme, c'est qu'il va combiner deux avantages. À la fois, bien évidemment, il va s'inscrire dans le mix énergétique décarboné qu'on va renforcer encore plus dans la région et ensuite au niveau national. Mais le plus important, c'est que ce programme il a été conçu dans un schéma qu'on appelle aujourd'hui les bouts de ligne. Et qui consiste, cela veut dire quoi exactement? Ce sont des assets, des projets renouvelables qu'on vient installer au bout de la ligne un peu de transport qui, naturellement, il se distingue par une faiblesse un peu de la qualité de réseau. Et donc, ce projet vient à la fois pour contribuer à la décarbonation de la région, mais aussi à la résilience de réseau électrique national. Et donc, oui, la région Souss-Massa deviendra, Inch'Allah, très bientôt actrice de la transition énergétique au niveau national. Voilà, donc les projets, effectivement, qui sont autant de leviers qui sont susceptibles d'intéresser et d'attirer les investisseurs et les porteurs de projets. On va justement voir deux cas très concrets dans l'univers du ciment, avec d'abord Abdelkarim Zahidi, vous êtes directeur de l'usine Ait Baha à Ciment du Maroc. Concrètement, quelles sont les mesures que vous avez mises en œuvre au sein de vos infrastructures de production pour réduire votre facture, je vais dire fracture, mais c'est le cas aussi, facture énergétique? Donc merci Siwadi, donc ravi d'être parmi vous dans ce panel et surtout en particulier par rapport à un sujet très pertinent qui est l'efficacité énergétique. Effectivement, c'est nous comme une industrie qui est énergivore, donc la facture énergétique elle est très impactante, d'où vraiment d'une manière concrète, nous avons mené beaucoup d'actions, en particulier à l'usine d'Ait Baha, des actions qui étaient à la base à la phase de conception, donc par la mise en place des équipements, et le choix d'équipements était pertinent parce qu'en utilisant majoritairement des broyeurs verticaux, ça permet de pouvoir consommer moins d'électricité et surtout être compétitif. Et depuis 2013, je rappellerai que Ait Baha était la première cimenterie à être certifiée ISO 50001 en efficacité énergétique. Ce choix il est orienté parce que ça permet vraiment de pouvoir suivre toutes nos consommations d'une manière très précise, et chose qui permet éventuellement de pouvoir impacter notre facture d'électricité. Je rajouterai aussi le choix de tout ce qui est, je dirais, produits réfractaires, et ça réduirait éventuellement tout ce qui est perte, parce que c'est un élément très important pour l'impact énergétique, en conséquence la facture. On est aussi équipé d'un système de cogénération d'énergie à base de tout ce qui est rejet gazeuse. On arrive à produire l'équivalent de 1,6 MW,
Et ça, c'est un point fort parce qu'à la fois, ça permet de réduire notre facture énergétique et aussi limiter la consommation en eau. Récemment, donc, on a pu quand même lancer un projet d'installation de solaire de 10 MW, Crète. Ça aussi, c'est un projet aussi phare qui participera sans doute à la réduction de notre facture électrique. Et je citerai aussi d'autres exemples, en l'occurrence sur la maintenance, parce que c'est un volet aussi important. Donc, nous sommes équipés de la dernière technologie en termes de maintenance prédictif et proactif, chose qui permet de faire fonctionner nos installations sur des bon fonctionnement et en conséquence avoir moins de pertes et une consommation optimum. Je finirai par le volet très important parce que c'est le socle, c'est-à-dire que sans la base, je dirais, les ressources humaines sont une base solide. Toutes ces actions-là ne peuvent pas être concrétisées, d'où la notion et l'orientation formation et sensibilisation sur ce point-là. On va voir effectivement la dimension ressources humaines dans un instant. Le secteur du ciment qui est très investi, on va le voir également avec C. Abdelkrim, avec C. Mohamed Kharaki. Votre usine au niveau de Souss-Massa, chez Lafarge, elle parvient à fonctionner avec 90% d'électricité propre. Quels sont les challenges que vous avez dû relever pour parvenir à un résultat aussi spectaculaire? Merci Séodien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier l'équipe du CRI, le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Investissement, la Wilaya et les administrations publiques, et puis les organisateurs pour avoir organisé cet événement très important pour la région de Souss. Je tiens aussi à remercier les journalistes ici présents et les gens qui sont présents. Je suis très honoré de représenter Lafarge Holcim Maroc, à partager notre retour d'expérience sur l'utilisation des énergies renouvelables. En fait, le groupe Lafarge Holcim Maroc était pionnier dans l'utilisation des énergies vertes à partir de 2005. On était les premiers au niveau mondial à installer de l'énergie éolienne au sein de l'usine. Et puis, avec l'arrivée de la loi 1309, qui a permis l'ouverture, je dirais, aux investisseurs privés d'opérer dans la production de l'énergie verte, on a conclu pas mal de PPA, Power Purchase Agreement, donc, où on achète de l'électricité de chez des investisseurs ou des opérateurs privés. Donc, pour le cas d'Agadir, donc dès la phase de construction, on a commencé des discussions et des négociations avec des développeurs et on a conclu un PPA. Donc, ce PPA, il a été l'objet d'un investissement supplémentaire sur le parc de Bouches d'Or. Et puis, en parallèle, on a eu l'occasion aussi d'être un site secondaire. Si jamais il y a un excès d'énergie dans un de nos sites, on peut exploiter cet écart. Donc, à partir de 2023, donc on a commencé à utiliser notre PPA, notre contrat. Et l'année 2024, on a atteint 90% d'énergie verte. Alors, parmi les challenges qu'on a rencontrés, tout d'abord, il faut trouver l'investisseur ou le développeur qui va croire en votre, je dirais, business case. Donc, comme j'ai dit, donc on était proactif dans notre approche. De là, on a développé pas mal de PPA avec différentes fournisseurs d'énergie verte au Maroc. Deuxième point, il faut être précis dans tout ce qui est forecasting et budget, parce qu'il faut s'engager sur des volumes d'énergie. Si jamais on n'atteint pas ce qu'on réserve, donc on paie des pénalités. Et puis le troisième point, c'est le volet quand on fait des investissements donc propres. Donc il faut de l'expertise. Donc pour le cas de Tétouan qui est alimenté avec 60% de notre énergie propre, c'est-à-dire avec notre parc, donc il faut de l'expertise technique pour pouvoir injecter, je dirais, de l'énergie qui est stable. Donc en quelque sorte, donc il faut oser, il faut, je dirais, développer des partenariats
et puis construire sur l'expérience pour arriver à des taux élevés en termes de substitution énergétique. Est-ce que sur la base, Hicham Bouskri, de ces témoignages, on peut considérer que la région Souss-Massa non seulement dispose d'atouts spécifiques, mais également est appelée à jouer un rôle important dans le paysage énergétique national? Bonjour, et je tiens tout d'abord moi aussi à remercier les autorités, l'équipe du Wali, Industrie du Maroc pour l'invitation et partager un peu notre perspective sur ce qui est en train de se passer dans la région. Alors, je pense qu'il est important de reprendre un peu de géographie dans le propos. Quand on regarde la géographie du Maroc, les ressources renouvelables les plus intéressantes du pays se trouvent dans les régions sud, notamment Gulmi Mouadnoun, Dakhla, Laayoune, alors que la consommation la plus importante du pays se trouve au nord. Donc naturellement, ceci replace la région sous Agadir, sous Massa, au centre de la géographie énergétique du pays. Et donc de ce point de vue-là, c'est une opportunité pour la région pour pouvoir effectivement capitaliser sur ce positionnement. Donc Sa Majesté nous avait invité à reconsidérer la géographie du pays en 2008 et de replacer la région d'Agadir sous Massa au centre du pays. C'est aussi le cas d'un point de vue énergétique. Et ça sera renforcé dans l'avenir parce que les investissements les plus importants et les plus performants d'un point de vue financier se retrouveront dans le sud, alors que le développement est en train de se passer dans le nord. Alors cette vocation énergétique, si on peut utiliser ce terme, quelque part, elle s'appuie aussi sur des avantages naturels. Donc je pense, la partie effectivement Tata, qui est l'intérieur du pays, regorge de ressources et de terrains solaires qui sont parmi les meilleurs au Maroc. Pratiquement 2400 kWh par mètre carré qui peuvent être produites. Un gisement un peu moins exploité, celui éolien, dans les crêtes au nord de la région, où il y a effectivement des ressources éoliennes qui dépassent les 9 mètres par seconde, qui sont tout à fait intéressantes à exploiter. Et si on rajoute à ça une géographie montagneuse qui permet de stocker ces énergies, donc parmi les premiers projets de stockage d'énergie renouvelable par pompage, ce qu'on appelle les STEP, il y a la STEP Abdelmoumen qui est aujourd'hui opérationnelle à 350 MW. Donc cette capacité à la fois produire mais aussi stocker l'énergie renouvelable est quelque chose d'assez unique à la région et sur lequel on a besoin de capitaliser. Alors si on vient compléter ça par effectivement la première et la plus importante station de dessalement qui existe aujourd'hui dans la région, qui va être surpassée par Casa, mais aujourd'hui c'est celle de la région qui est la plus importante. Il n'y a qu'un pas à franchir pour faire le lien entre énergie renouvelable pas chère, stockage, dessalement, pour commencer déjà à préparer l'économie de l'avenir qui est l'hydrogène vert et ses dérivés. Alors j'ai eu 2 cimentiers qui sont intervenus juste avant moi, qui sont aussi d'importants producteurs de CO2. Et donc énergie renouvelable, hydrogène vert, CO2, tous dans la même région, ça permet aussi de créer des carburants du futur. Le port de Agadir a aussi de grandes capacités de stockage, de soudage de ces hydrocarbures de nouvelle génération. Donc ça fait effectivement beaucoup d'atouts qui sont regroupés rarement au même endroit et la région de Souss-Massa effectivement est très bien positionnée. Il y a aussi toute la filière agricole dont la production et les déchets agricoles peuvent être valorisés en tant que source de CO2 biogénique pour aller plus loin dans cette transformation énergétique. Donc effectivement, il y a des atouts naturels, il y a un positionnement géographique, il y a une volonté de développement local. Nous voyons des acteurs qui, chacun dans son côté, est en train d'améliorer quelque part l'autonomie énergétique de la région. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est assez unique. Il faudrait qu'on puisse capitaliser dessus pour créer une économie énergétique locale. Alors peut-être, peut-être sur une deuxième round, on parlera de quels secteurs peuvent être effectivement priorisés de ce point de vue-là. Mais je pense que c'est assez clair que la région aura un rôle essentiel à jouer pour le Maroc dans ce domaine-là. Karim Tounouti, je vous voyais acquiescer à ce que disait à l'instant Si Bouskri. Vous, dans le cadre de vos activités à Socotec, dont vous êtes directeur général donc de l'accompagnement et du conseil auprès des industriels, justement, ces opportunités, ces potentialités, comment est-ce que vous les inscrivez dans votre activité d'accompagnement vis-à-vis de ces opérateurs? Alors, merci pour cette question et merci pour cette invitation. Très clairement, effectivement, on sent émerger tout un écosystème avec des initiatives qui sont menées de manière un peu ponctuelle, des initiatives qui sont organisées d'un point de vue
plutôt étatique, nationale, et on sent poindre là-dedans effectivement l'opportunité. Notre cher confrère de la société d'ingénierie parlait avant de transition énergétique comme quelque chose qui est en marche et pour lequel finalement on devait prendre le bateau. Et de ce point de vue-là, nous, dans le conseil et l'accompagnement, on veut juste resituer tout ça dans un environnement global qui est qu'est-ce que la responsabilité sociétale de l'entreprise. La responsabilité sociétale de l'entreprise qui se veut être un levier finalement de différenciation pour que nos entreprises, nos industries puissent percer sur des marchés à l'international. Parce que finalement, on va dire les choses correctement, quelque part, il y a plusieurs façons de faire du protectionnisme. Il y a la façon un peu brutale, comme on le voit aux États-Unis, et puis il y a la façon beaucoup plus bureaucratique avec la taxonomie européenne. Mais à la fin, on parle globalement de la même chose. Donc la responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est quoi? C'est l'intégration volontaire par les entreprises d'une composante environnementale, d'une composante sociale à la composante commerciale. On peut dire que ce n'est pas une contrainte, mais en fait, finalement, ce mot volontaire, on ne le comprend que si on intègre le fait que ces trois paramètres, environnemental, social et commercial, vivent ensemble. Donc finalement, cette composante environnementale, cette composante sociétale, on l'intègre mécaniquement, ne serait-ce que parce qu'il y a des barrières à l'entrée des différents marchés qui vont intéresser nos différents industriels, et parce qu'à quelque part, on a un enjeu de fonctionnement global. Donc cette responsabilité sociétale, à quelque part, on a, nous, au Maroc, comme le disait notre cher confrère, un contexte qui se prête tout particulièrement à la mise en place pour nos industriels, de la région Souss-Massa et plus largement, d'une démarche RSE qui est réellement différenciante et performante à l'échelle des marchés internationaux. Pourquoi? Parce que finalement, le contexte énergétique, l'accès à la ressource énergétique au Maroc est un contexte un peu particulier, au sens où on n'a pas d'énergie, effectivement, hydrocarbures, et on a un environnement d'énergie décarbonée qui s'offre à nous. Et on a un contexte social qui ne demande qu'à profiter de l'évolution du développement de notre économie. Et à quelque part, on a en ce sens-là un point très pertinent et très percutant pour réussir à faire de la responsabilité sociétale de nos entreprises un élément vraiment différenciant à l'échelle des marchés internationaux. Et on le voit dans les initiatives qui sont menées par des entreprises ou des industries qui intrinsèquement sont productrices de carbone ou sont consommatrices d'énergie. Je veux dire, ok, mais on peut faire des choses pour réussir à compenser ça et à faire en sorte, à quelque part, d'avoir une démarche intégrée à une échelle nationale où, quand on consomme de l'énergie, on peut mettre à profit notre CO2 sur d'autres activités, on peut mettre à profit cette énergie du développement de la société et du partage, à quelque part, du développement pour l'ensemble de nos compatriotes. Tarek Bahar, là aussi, Mazen, effectivement, il y a les projets que vous développez au niveau national, mais il y a aussi cette problématique-là qui était évoquée à l'instant par Situnuti, d'accompagner aussi les industriels et de leur faire prendre conscience des enjeux qui sont liés à cette dimension d'énergie durable et d'efficacité énergétique. Quel rôle vous jouez en la matière, et est-ce que le discours que vous défendez est audible de la part de ces industriels aujourd'hui? Alors, pour poser les bases, il faut revenir sur un point fondamental. Aujourd'hui, Mazen, il développe des projets renouvelables utility scale, c'est-à-dire à grande échelle, qui généralement découlent du plan d'équipement national. Alors là, il faut souligner que ce plan d'équipement national, généralement développé en étroite collaboration avec l'ONE, il se nourrit et s'alimente très en amont des besoins et des projections de croissance des régions et des industriels. Mais également, il va adresser un certain nombre de contraintes qui pourraient justement freiner à cette ambition de croissance. Et donc, Mazen, lorsqu'il intervient justement pour concrétiser cette planification à travers des projets et des programmes, en général, il va mener un peu les projets de bout en bout, c'est-à-dire d'abord par le développement, pour structurer de point de vue technique et technologique les projets. Ensuite, il va structurer le financement et la contractualisation du projet, et par la suite, la réalisation et l'exploitation selon les standards les plus élevés. Et cela veut dire quoi exactement? C'est que Mazen, lorsqu'il concrétise des projets, il va contribuer à un mix énergétique qui est justement décarboné, mais aussi qui est résilient. Et c'est là où ça devient très intéressant pour les industriels et pour les territoires d'une façon générale, parce qu'avec une énergie qui est bien entendu décarbonée, compétitive, mais également maîtrisée, dans le sens où il est fiable et disponible, les industriels, les territoires, ils deviennent beaucoup plus attractifs pour justement attirer les investissements,
produire et transformer via l'industrie et les services. Ça d'une part. De l'autre côté, c'est-à-dire en parallèle avec ce schéma conventionnel dans lequel Mazen intervient, Mazen historiquement il a amorcé ce type de besoin, de partenariat notamment privé-privé, à travers un programme qu'on a appelé dans le passé le Nord PV2, et par lequel Mazen a mis à la disposition des acteurs privés, notamment les développeurs indépendants de l'énergie renouvelable, des assets, des sites qualifiés qui ont été déjà préparés, totalisant à peu près plus que 330 MW répartis sur plusieurs régions et territoires, pour justement permettre de répandre et de concrétiser, matérialiser ce type justement de besoin qui vient comme un complément nécessaire répondre à toute la chaîne de valeur de décarbonation auprès des industriels. Vous également, Salma Absi, c'est une préoccupation, ça fait partie de vos missions au sein de la société d'ingénierie énergétique. Concrètement, comment ça se caractérise en termes d'accompagnement des entreprises, des industriels, dans leur parcours énergétique, notamment sur l'aspect qui est crucial, celui de la décarbonation? Alors, à la SIE, on a développé un dispositif d'accompagnement et d'ouverture du marché qui permet de faciliter l'accès au financement aux entreprises qui souhaitent mener des actions de décarbonation. On croit vraiment au principe et au concept de contrat de performance énergétique, qui est un contrat qui permet en gros de faire des projets de décarbonation sans avancer de fonds propres par le client, mais c'est plus une ESCO qui vient porter le financement et le risque du projet et qui se fait rémunérer sur les économies d'énergie. Et on a constaté que ce type de contrat avait du mal à être financé par les banques. Et on a fait tout un travail de consultation avec les banques de la place pour comprendre pourquoi. Et on a compris que finalement, c'était parce qu'il y avait un risque par rapport à ces économies d'énergie s'ils n'étaient pas réalisés. Et on a développé un contrat d'assurance après avoir fait un benchmark un peu partout. C'est un concept qui existe notamment en Mongolie, mais aussi au Portugal et en Allemagne, qui n'existe pas en France. Et on l'a adapté au modèle marocain, aux spécificités marocaines, avec des consultations avec la CAPS, on a travaillé avec un courtier d'assurance marocain, un réassureur étranger. Et aujourd'hui, c'est un outil qui est disponible et qui peut être utilisé par les porteurs de projets pour faire des projets de décarbonation à travers le contrat de performance énergétique. On a aussi travaillé pour développer des lignes de crédit avec des banques partenaires et une ligne de garantie avec Samwilcom. On a également travaillé pour développer un processus d'accompagnement à la certification des crédits carbone, parce qu'on pense que c'est un outil qui est très important pour les entreprises qui permet de financer les projets de décarbonation. Il y a aussi d'autres entreprises privées qui se sont positionnées là-dessus. Et comme nous, on n'a pas vocation à concurrencer le privé, on a réorienté notre activité après consultation avec plusieurs parties prenantes de l'écosystème marocain. Et donc, on est aujourd'hui l'entité qui se charge de la validation des crédits carbone une fois qu'ils sont émis pour s'assurer de leur authenticité et pour rassurer aussi les acheteurs et venir donner de la crédibilité au marché carbone marocain. Tout cela, bien sûr, en plus de l'accompagnement habituel de la SIE qui met son expertise au service des porteurs de projets et qui les accompagne pour la réalisation de leurs projets, que ce soit pour la réalisation d'audits ou pour la concrétisation des projets, faire le suivi. D'ailleurs, nous avons lancé un AMI en partenariat avec la BAD pour la réalisation d'audits. Donc, j'invite les industriels à participer à cet AMI pour pouvoir faire des audits énergétiques et par la suite pouvoir avoir un plan d'action accompagné d'une analyse financière pour pouvoir mettre en place des mesures. Voilà. Là, également, on voit à travers ce secteur et cet aspect particulier de l'énergie qu'il n'est plus juste question de se poser l'enjeu de l'économie d'énergie et de la durabilité de l'activité, mais également il y a un levier global, un écosystème global autour du financement. Et chez Mbouskeri, c'est aussi un aspect à prendre en considération, à la fois le coût, mais également le contexte financier que ça génère. Alors effectivement, je pense que nous avons été précurseurs sur le développement des énergies renouvelables, notamment dans notre région. Le Maroc, effectivement, dès 2009, grâce à la vision de Sa Majesté,
a investi beaucoup d'argent public pour permettre au pays d'être classé sur le classement international parmi les top 10 tous les ans dans les pays, parmi les pays qui font le plus pour lutter contre le changement climatique. Il y a eu une bascule qui s'est faite à partir, je pense, de la moitié de la dernière décennie où les énergies renouvelables, notamment au Maroc, sont devenues plus compétitives que des énergies conventionnelles. Et donc, du coup, ce n'est plus ce qu'on appelle un policy driven, c'est-à-dire c'est plus une décision politique gouvernementale qui pousse les gens vers l'énergie renouvelable, mais c'est des décisions purement économiques. Et nous voyons effectivement une pluralité de projets d'investissement qui permettent de gagner en compétitivité, de réduire effectivement l'empreinte carbone et de gagner, je dirais, des parts de marché au niveau international. Alors, je pense que la région se prête très bien à cet exercice parce qu'aujourd'hui, le secteur touristique est parmi les plus en avant sur ce sujet-là. Quand vous achetez un billet d'avion, on vous donne tout de suite la possibilité de compenser votre empreinte carbone en payant un peu plus. Donc il y a une décision de l'Union européenne qui dit que 2% des carburants consommés par les avions qui décollent ou qui atterrissent en Union européenne doivent être d'origine renouvelable, ce qu'on appelle des SAF, Sustainable Aviation Fuels. Et de ce point de vue-là, vu que j'étais agréablement surpris de découvrir que l'aéroport d'Agadir était connecté à 45 destinations, une bonne partie est en Europe. Et donc il y a tout de suite un marché de 2% de tout ce kérosène qui est aujourd'hui chargé sur ces avions qui doit venir de renouvelables. Comment on fait? Soit on crée une économie pour desservir ce marché, soit on va l'importer. Et donc il faut peut-être avoir un sens d'anticipation, avoir une vision régionale et ne pas attendre que le besoin s'exprime au niveau des compagnies aériennes et anticiper ce besoin pour préparer des choses déjà aujourd'hui. Le secteur agricole, qui est le deuxième, je pense, ou le premier secteur d'exportation de la région, notamment vers l'Union européenne, il est aujourd'hui exempt de ce qu'on appelle la taxe carbone aux frontières en Union européenne, CBAM, Carbon Emission Border Adjustment Mechanism, mais ça va venir, ça va venir. Donc aujourd'hui, toute la consommation énergétique de la filière agricole, que ce soit sur le stockage, sur le transport, sur la transformation, sur le conditionnement, doit devenir verte et créer autant de niches et d'opportunités pour ces énergies renouvelables. Et puis, il y a une ambition de faire de la région un centre industriel. Or, quand on voit les partenaires internationaux, notamment asiatiques, qui ont ambition de profiter des accords de libre-échange entre le Maroc et l'Union européenne et les États-Unis, s'ils existent encore dans quelques mois, on verra avec Trump. Mais si c'est le cas, ça veut dire qu'effectivement, la capacité de la région à offrir des contrats d'achat d'électricité PPA, énergie renouvelable, est un facteur d'attractivité très important. On a des investissements qui ne se sont pas faits au Maroc parce qu'on n'était pas capable d'offrir des contrats et ils veulent 100% de leur énergie de sources renouvelables. À la fois, c'est 20 à 30% moins cher que l'énergie conventionnelle qui est achetée sur le réseau et en plus, ça n'a pas d'impact carbone. Donc, l'ambition aussi de régionalisation qui se matérialise par la création de SRM permet d'avoir cette vision régionale du secteur de l'énergie, d'avoir en effet toute cette capacité à développer des moyens de production d'énergie renouvelable locale pour les besoins locaux et pour développer l'économie de demain. Donc à la fois, secteur touristique, c'est aujourd'hui, secteur d'industrie, d'investissement, c'est demain, et après-demain, c'est secteur agricole. Donc, nous n'avons pas d'autres alternatives que de s'asseoir pour réfléchir comment est-ce que ce secteur devient un phare du développement d'une économie basée sur l'énergie renouvelable compétitive qui peut se faire localement. Justement, je vais adresser la question à Karim Tounouti, vis-à-vis des industriels notamment que vous accompagnez. Qu'est-ce que vous leur présentez à la fois comme option et comme nouveau modèle sur le plan du financement et sur le plan des nouveaux marchés qui s'ouvrent à la faveur de toute cette réglementation énergétique? Alors, effectivement, la transition énergétique, finalement, elle se décline en 3 ou 4 aspects, finalement. Approchez un peu le micro de votre bouche. Allô? Ouais. Donc, je dis la transition énergétique, elle se décline pour un industriel sur un site en 3 aspects principaux, finalement, que sont l'amélioration du bâti, la diminution de la consommation et la création d'énergie renouvelable. Vous en avez parlé, effectivement, au niveau énergie renouvelable et décarbonée. Donc finalement, quand on cherche à opérer la transition énergétique à l'échelle d'un site, on va jouer sur tous ces facteurs-là. D'accord ?
Maintenant, en termes de financement, comme le disait notre confrère de SIE, ces contrats de financement sont des contrats qui sont encore un peu complexes parce que manque la confiance à quelque part. Et c'est là où nous, on apporte notre valeur ajoutée en tant que tiers de confiance qui avons l'habitude de la relation assurantielle, qui avons l'habitude de la relation dans la construction du bâti et de la relation avec les acteurs des travaux, parce que finalement, on est là pour donner un avis impartial sur le fonctionnement du projet tel qu'il sera défini et sécuriser les financements en sécurisant l'ensemble des parties, que ce soit banques, opérateurs, intermédiaires et industriels. Donc de ce point de vue-là, comme je le disais, en termes de leviers d'optimisation, les leviers sont multiples et variés. On le constate aujourd'hui, on a, et c'est ce qui permet le développement de notre industrie, une énergie qui est vendue à un prix à l'international très compétitif. Localement, on peut toujours discuter de ce prix, mais à l'international, pour le fonctionnement de l'industrie, le prix de notre énergie est très compétitif. Ce qui fait que, de fait, en dehors des industriels qui sont particulièrement impactés par le prix de l'énergie, comme nos amis de Ciment du Maroc et de Lafarge, avec lesquels on a le plaisir de travailler également, en dehors de ces acteurs-là, on note un niveau d'implication dans la gestion, dans la maîtrise de l'énergie qui est par moment, sur certains sujets, insuffisant, dans le management principalement de l'énergie, c'est-à-dire une mauvaise connaissance de leur utilisation de l'énergie, une mauvaise connaissance de leurs infrastructures. Et de ce point de vue-là, on a un levier d'optimisation premier qui est clair, net et avantageux. Et derrière, on décline effectivement un mix énergétique entre l'amélioration de leur bâti et la mise en place de systèmes d'énergie renouvelable et de la baisse de leur consommation, une solution qui est à l'optimum en fonction de leur fonctionnement. C'est-à-dire que la solution n'est jamais duplicable d'une industrie à l'autre. Tout en anticipant, bien évidemment, les complexités que cela peut opérer, parce qu'on n'installe pas des panneaux photovoltaïques sur une toiture sans s'être posé la question de savoir dans quelle mesure cette toiture pouvait accepter ces panneaux photovoltaïques, tout en anticipant effectivement les difficultés qui peuvent être inhérentes à ces travaux-là. Et comment, justement, au niveau de ces industriels, notamment si Mohamed Kharaki, pour Lafarge Holcim, vous avez intégré ces dimensions-là dans l'activité de l'entreprise? Quelle place est-ce que ça occupe et comment est-ce que vous avez dû reconsidérer votre stratégie économique et industrielle à la lumière de tous ces paramètres et de toutes ces contraintes qui existent désormais? Toujours par rapport à cette transition énergétique, au niveau de Lafarge Holcim Maroc, dès 2006-2007, on a lancé une filiale qui s'occupe de la partie traitement de déchets, qu'on appelle aujourd'hui GeoCycle. Donc cette filiale, il travaille sur la préparation de déchets pour qu'ils soient utilisés dans nos cimenteries, substituer les combustibles nobles. À partir de 2011, on a reçu la première autorisation d'utilisation des déchets dangereux. Donc, ce qui nous a permis d'élargir, je dirais, nos capacités à utiliser les déchets industriels, les déchets banals, ainsi de suite. Donc, toujours dans le programme de développement de cette filiale, à partir de 2015, avec le plan d'accélération industrielle de la région du Nord, on a créé une autre plateforme à Tanger, donc dédiée au traitement des déchets issus des usines industrielles, des multinationales qui sont dans la zone franche. À partir de 2017, on a créé une autre plateforme, mais c'est dédié au traitement des déchets ménagers. C'est la première en Afrique, bien évidemment la première au Maroc, et avec un procédé un peu différent par rapport à ce qui se passe à l'étranger. Et là, on était supporté par le groupe parce que les déchets ménagers marocains, ils sont très humides, donc il faut un procédé un peu particulier. Donc, alhamdoulilah, on a réussi ce projet. Et là, aujourd'hui, avec l'usine d'Agadir, donc, pour information, cette usine a démarré fin 2021. On est en train de préparer le lancement ou la mise en service d'une ligne qui permettra l'utilisation des déchets agricoles. Alors, ces déchets agricoles, c'est de la biomasse, mais une biomasse qui est altérée avec du plastique. C'est la première au niveau mondial parce que, en général, les déchets biomasse, c'est des plantes, mais cette fois-ci, c'est altéré. Donc, il y a une difficulté technique. On a fait appel à l'expertise de notre groupe, donc on a pris le courage. Donc on a lancé le projet, il est dans la phase finale de construction, on le démarrera très prochainement. Ça va servir la région pour se débarrasser de déchets. Et l'avantage d'une cimenterie, c'est que quand on brûle des déchets, les gaz ils sont lavés par la chaux qu'on utilise pour fabriquer du clinker. Donc il n'y a aucun impact de point de vue environnemental. Et puis, ça permettra de réduire notre empreinte carbone et aussi
la facture énergétique, mais il y a aussi la dépendance aux combustibles nobles qui sont importés et puis préserver la devise. Donc voilà en quelque sorte comment on structure notre approche de transition énergétique sur le volet utilisation des alternative fuels, en plus de l'énergie verte dont on a parlé tout à l'heure. Et justement, en termes d'alternatives, Abdelkrim Zehadi, pour Ciment du Maroc, la question qui se pose, c'est celle de l'approvisionnement. Comment est-ce que vous veillez à ne jamais manquer d'alternatives au niveau notamment de la biomasse ou des déchets industriels que vous utilisez? Effectivement, c'est un sujet très important pour la vie d'une cimenterie, vu la quantité d'énergie consommée. Et sur ce point-là, donc avec le support du groupe Heidelberg Material, qui est un géant allemand par rapport à ça, avec beaucoup d'expérience et beaucoup d'applications au niveau Europe et États-Unis. Donc il y a beaucoup d'essais qui ont été lancés, pour pouvoir être capable de consommer de tout ce qui est CSR. Et aussi, comme souligné par c'est Mohamed, c'est qu'éventuellement tout ce qui est déchets industriels banals, ces expériences qui aujourd'hui ont été réalisées à l'usine d'Aïtzbaha et même d'autres usines au niveau de notre groupe Ciment du Maroc confirment notre capacité à aller de l'avant dans cette orientation, parce que ça a été réalisé ailleurs et pourquoi pas le Maroc. C'est vrai qu'on a du chemin sur ce sujet-là parce que ça nécessite beaucoup d'organisation et beaucoup d'investissements. Donc, en l'occurrence, des investissements au niveau en sein de l'usine, donc chose qui est programmée et qui sera prochainement lancée. Mais surtout, le volet préparation de CSR, et je pense que le projet de la décharge au niveau de la région Souss-Massa, c'est un élément très important pour notre région, parce que à la fois ça va nous permettre un peu de favoriser l'économie circulaire pour la récupération de tout ce qui est recyclable, et surtout de se débarrasser et valoriser les choses que cette décharge pourra générer. Certes, le challenge il est toujours là parce que notre façon de faire, de collecte de déchets et tout ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit s'améliorer pour pouvoir à la fin garantir un produit très intéressant. Moi, en plus de ce paramètre-là qui est tout ce qui est combustible alternatif, moi je peux souligner aussi que la notion d'alternative fuel, c'est pas la seule, mais aussi des alternatives en termes de produits nécessaires à la consommation, à la production de ciment. Et là, je citerai quelques exemples. C'est qu'aujourd'hui, nous récupérons tous les déchets, par exemple, de la boue des stations de traitement d'eau. Donc, c'est à la fois, on débarrasse des stations de traitement de cette boue-là, qui est à la fois aussi bénéfique pour la production de notre ciment et éventuellement d'autres produits grâce à notre programme de recherche et c'est une recherche minéralogique et en termes de recherche de produits disponibles localement, parce que c'est important aussi, parce que ça permet de donner un produit à la fois très compétitif, mais aussi de proximité, qui favorise notre. Je finirai pour dire que les initiatives et ce chantier-là, il est vraiment très intéressant et il y a beaucoup d'expérience. Le benchmark, il se fait d'une manière continue et puisque ça a été réalisé ailleurs, aussi nous sommes capables de mettre ça en place chez nous dans cette région. Ce qu'on comprend également, et ça a été évoqué au tout début, c'est que ce secteur-là et cet univers énergétique requiert énormément d'expertise. Et la question des ressources humaines, elle se pose de manière considérable. Je reviens vers vous, Salma Habsi. Quelles peuvent être les clés, là aussi, sur ce plan-là de la formation, des compétences, pour parvenir à réussir cette transition qui est en marche dans le domaine industriel et par là même mobiliser l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les collectivités locales ou les opérateurs privés? Effectivement, la question des ressources humaines est cruciale pour réussir une transition énergétique dans notre pays. Il est très important d'impliquer les universités, que ce soit pour avoir des cycles de formation spécialisés, mais aussi d'être en échange avec les industriels pour connaître le type de profil dont ils ont besoin et de vraiment venir répondre à ça, qu'ils puissent aussi avoir accès à de la formation
au-delà de la théorie, qui puissent aussi aller sur place, puis tester et expérimenter. C'est aussi important d'avoir une synergie entre le public et le privé, impliquer les collectivités, que les régions aussi soient actives, qu'on puisse aussi, au-delà de la formation, mais aussi fluidifier l'expérience de l'investisseur, parce que avoir des ressources, c'est très important, mais il faut aussi derrière avoir une expérience pour l'investisseur qui soit fluide, qui ait un respect des délais, qui ait un guichet unique, idéalement. C'est aussi très important de fédérer tout le monde. On parlait tout à l'heure des différentes ressources dont on dispose. Ce serait très intéressant d'avoir une stratégie régionale qui puisse identifier les besoins réels qui existent et faire ça par zone, et puis venir superposer ça avec le potentiel technique, que ce soit au niveau de l'ensoleillement, qui est absolument exceptionnel à Agadir, où on peut avoir, et dans la région de Souss-Massa en général, où on peut avoir énormément d'autoconsommation pour nos industriels, mais aussi exploiter les énergies marines qui peuvent également représenter des opportunités très intéressantes. Et aussi pour, une fois que les projets sont mis en place, c'est très important aussi qu'il y ait un transfert de savoir-faire pour permettre aussi au niveau des entreprises de pouvoir assurer le suivi et la maintenance. C'est aussi pour ça que nous, on pousse le concept de contrat de performance énergétique, parce qu'il y a vraiment cette notion de suivi, cette notion aussi de maintenance qui est très importante, et cette notion de service énergétique, parce qu'il ne suffit pas de venir installer de nouvelles lignes de production ou alors d'optimiser la consommation. Il faut vraiment que ce soit un service qui soit effectué sur toute la durée contractuelle. Ça implique de la recherche, ça implique de l'expertise et de la compétence et de la ressource également. Je vois que dans le public, on est particulièrement attentif à tout ce que vous évoquez. On va vous donner la parole dans un tout petit instant si vous avez des questions à poser à nos chers panélistes. Sibhar, pour ce qui vous concerne aussi à Mazen, vous êtes engagé sur cette problématique-là de la ressource sur deux aspects, à la fois en tant que soutien au développement de compétences, mais également en tant que demandeur par rapport aux besoins qui sont les vôtres pour développer les différents projets sur lesquels vous êtes engagé. Absolument. Alors, aujourd'hui, bien évidemment, le capital humain il est au cœur des préoccupations de Mazen pour justement pouvoir adresser ces deux éléments. Le premier, c'est qu'on veille à ce que Mazen soit et reste toujours une marque employeur très attractive. Parce que ces mégawatts, cette stratégie nationale qu'aujourd'hui nous sommes engagés à développer, à concrétiser, elle a besoin de forces vives pour développer les projets, pour les construire et ensuite pour continuer à les exploiter. Et donc, c'est très important. Ensuite, nous veillons également à partager notre savoir-faire. Et on l'a fait historiquement avec les universités, avec des partenaires académiques, de telle façon qu'on puisse justement préparer la génération à venir qui va également continuer à apporter ces projets à leur développement au Maroc. Et donc, plus concrètement, et ce ne serait qu'à titre d'exemple, donc Mazen par exemple a développé un programme Talent Campus par lequel chaque été on rassemble un certain nombre de talents, de lauréats et des étudiants au niveau des différentes universités pour les initier justement au métier de l'avenir. Et je peux dire que ça a donné déjà ses fruits. Alors tout à l'heure j'ai parlé justement du projet Tata. Il faut souligner que ce projet il se distingue par un schéma qu'on est en train justement de développer pour la première fois, où la société projet qui va porter le projet Tata ainsi que 5 autres sites, il sera 100% marocain, il sera 100% filiale de Mazen. Et donc ça témoigne justement la montée en capacité, en compétence qui a été justement acquise à travers tout l'intérêt qu'on a donné au capital humain au fil de ces dernières années. C'est d'autant plus crucial, cette question effectivement de la compétence, qu'on est dans un univers Situnuti qui est en pleine mutation sur le plan technologique, qui a de nouveaux outils à intégrer, l'intelligence artificielle également dans ces segments-là. Comment, au regard des activités qui sont les vôtres, à la fois vous les intégrez et comment vous sensibilisez aussi les opérateurs industriels à ces différents enjeux? Très bien. Alors, sur la question de la montée en compétences, c'est effectivement un sujet qui est fondamental. Et par rapport aux personnes avec lesquelles on travaille, finalement, l'intelligence artificielle, le carburant même de l'intelligence artificielle, c'est la qualité de la data. D'accord ? Et donc, finalement, le travail principal qu'on gère avec l'intelligence artificielle, c'est comment qualifier et avoir de la confiance dans la donnée sur la base de laquelle
on prend la décision. D'accord ? Donc, de ce point de vue-là, on décline toute une série d'activités de manière à pouvoir qualifier effectivement l'information, à la monitorer, à la vérifier et à en assurer sa pertinence afin que les prises de décision qui sont issues de l'intelligence artificielle soient légitimes et vraiment crédibles à quelque part. Est-ce qu'on sait la confiance qu'on peut apporter à l'intelligence artificielle modulo la qualité de l'input qu'on va lui offrir. Donc bien évidemment, de ce point de vue-là, l'intelligence artificielle offre une série d'opportunités pour nos clients industriels. La principale étant finalement dans la gestion, l'achat, la revente donc, de l'énergie, la seconde dans la distribution, et bien évidemment la partie fourniture au meilleur prix. Donc l'intelligence artificielle, on l'utilise aujourd'hui sur des domaines très réservés, avec des clients pour lesquels on a eu l'occasion de qualifier la donnée qui est l'input et de sécuriser bien évidemment la pertinence des choix qui sont offerts par ce biais-là. C'est Hicham Bouskali sur cet aspect également de la compétence. Quelle place est-ce qu'elle occupe dans ce segment stratégique de l'énergie, à la lumière, encore une fois, des bouleversements technologiques que l'on est en train de vivre? Alors effectivement, elle est clé. Je voudrais juste faire un zoom out pour rappeler que dans certains pays, le développement de grandes infrastructures d'énergie renouvelable a été rejeté par les populations locales lorsqu'il n'y a pas eu de bénéfice local. Donc on a développé tout un terme qui s'appelle NIMBY, Not in my backyard. Donc tout le monde veut de l'énergie renouvelable, mais pas à côté. Je pense que le Maroc a fait les choses différemment. Jusqu'à l'année dernière, j'étais président du conseil de surveillance des IFMERE, les instituts de formation au métier d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable, où tous les ans, on met sur le marché 500 techniciens, des techniciens spécialisés dans les énergies renouvelables. Le programme, donc j'étais à Mazen jusqu'à l'année dernière, le programme aussi de Mazen a une composante développement territorial qui va au-delà que de la formation des compétences, mais qui cherche à développer la qualité de vie des populations limitrophes des grandes centrales. Et donc ça, c'est une approche intégrée qu'il faut maintenir aussi ici. Le Maroc est dans le cas particulier où les gisements les plus intéressants, que ce soit solaire et éolien, se trouvent dans les régions les moins développées qui ont le plus besoin d'investissement en infrastructure. Donc s'il n'y a qu'une approche purement commerciale, on risque d'avoir un rejet de ce type de projet. Il faut une approche territoriale, il faut une approche intégrée où la qualité de vie des populations bénéficie de ces centrales et devient demandeur de ces types de centrales. Et ça va au-delà de l'énergie, c'est l'accès aux routes, c'est l'accès à l'eau, c'est les activités génératrices de revenus, c'est la scolarisation des jeunes filles, c'est les activités socio-culturelles. Toute cette vision intégrée, si elle n'est pas développée au niveau territorial, on ne peut pas compter sur le secteur privé qui est drivé essentiellement par une rentabilité financière pour venir le faire. Donc la dimension capital humain, elle est absolument clé. Ce qu'on découvre, c'est que le Maroc rayonne à travers ses compétences. Donc une bonne partie des gens que nous formons au Maroc servent des projets d'énergie renouvelable un peu dans la région. Ce n'est pas unique aux énergies renouvelables, c'est dans le ciment, c'est dans la distribution. On a des Marocains compétents, dont la compétence est reconnue au niveau international. Mais elle est absolument essentielle et le Maroc est amené aussi à réfléchir en tant que locomotive pour toute la région, notamment la région d'Afrique de l'Ouest. Et donc lorsqu'on est en train de développer des compétences, lorsqu'on est en train de mettre en place effectivement des systèmes de formation, d'accompagnement, d'amélioration, nous sommes en train de desservir aussi les ambitions africaines du pays. Et donc c'est important de le prendre en compte. Un dernier point, peut-être sur cet aspect-là, nous devons anticiper des besoins futurs, et notamment des choses qui n'étaient pas dans les plans. Donc par exemple, nous avions, quand j'étais à Mazen, développé une compétence de mini-grid, donc de mini-réseaux solaires batteries, qui sont devenus plus compétitifs que connecter les populations à un réseau national. Et donc, on a parlé de bout de ligne à un certain moment pour renforcer effectivement la qualité du signal arrivé en réseau. Mais pendant le séisme d'Al Haouz, nous étions en mesure de déployer des mini-réseaux pour les populations déplacées dans des temps records et à des tarifs qui étaient imbattables. Et donc, nous avons déployé dans la région de Taroudant des mini-grids dans la région de Tafingult, Tashgelt, Anmid. Et ce sont des choses qui transforment complètement la notion et la vision de développement territorial local. Donc de ce point de vue-là, on peut imaginer des activités génératrices de revenus, des emplois locaux, parce que l'énergie est verte, parce que l'énergie est renouvelable, et développer aussi un tourisme responsable, un tourisme sustainable, qui permet d'avoir effectivement une empreinte carbone qui est faible, notamment dans le tourisme rural. Donc peut-être un mot pour clore mon propos. Véritablement, l'énergie renouvelable
est une dimension de développement intégré qu'il faudrait peut-être prendre en tant que locomotive pour le développement territorial et économique du pays. Et on a des exemples et des réussites au Maroc qui sont exportables au-delà de nos frontières. On va donner la parole à nos deux industriels pour clore cette première partie de ce panel. Abdelkrim Zahidi, là aussi, toujours sur cette question des compétences et des ressources. Quelle place est-ce qu'elle occupe dans la stratégie du groupe, de l'entreprise, au regard de ce que vous déployez en termes de R&D, de recherche et développement, et au regard des compétences dont vous avez besoin pour ensuite déployer ce que vous mettez en place en matière d'énergie durable et renouvelable? Effectivement, que sans la partie ressources humaines, on peut pas avancer. Donc c'est vraiment pour nous, à Ciments du Maroc, c'est le socle et la base de tout progrès dans notre métier. Pour un peu essayer d'éclaircir un peu l'approche, c'est que l'approche à Ciments du Maroc. Allez-y. Peut-être que notre ami du son s'est endormi sur la console. Je ne pense pas. Ça va. Ça va le faire, allons-y. Je pense maintenant c'est bon. Je dirais que pour donner des exemples concrets par rapport à notre industrie, nos métiers d'anciens, c'est-à-dire par exemple si je prends un cuiseur, donc initialement on n'avait pas besoin qu'il puisse être qu'il a un ensemble de compétences qu'aujourd'hui ils sont importantes. Et pour arriver à ce point-là, il était nécessaire d'adopter un plan de formation bien ficelé, parce qu'aujourd'hui, avec l'ensemble des technologies et la digitalisation qui est mise en place et l'ensemble des instruments connectés, on ne peut pas se permettre que mettre une personne qui manque d'un certain nombre de compétences, gérer ou conduire un four avec des impacts importants sur l'énergie. Pour cela, il y a beaucoup d'actions qui ont été menées. Ça passe par la sensibilisation sur l'impact d'énergie, par un programme détaillé de formation, et par aussi l'utilisation de simulateurs numériques qui permettent à la personne vraiment de se mettre des cas concrets et qui permettent d'améliorer le fonctionnement d'une usine. Le support éventuellement et le benchmark à l'échelle de groupe, je trouve c'est très intéressant par rapport à un certain nombre d'initiatives, notamment sur la partie recherche, parce qu'il y a un cercle qui est très élargi, qui permet un peu de partager l'actualité, partager les avancées et même les mettre sur place moyennement des essais industriels, chose qui permet de remonter ce savoir-là et en conséquence la compétence sur une telle usine, une cimenterie par exemple. Pour finir un peu mon propos, c'est que l'approche et l'amélioration de la compétence, c'est pas un plan d'action court terme, c'est vraiment un plan d'action long terme et qui passe aussi par faire intéresser les futurs responsables pour venir travailler dans des cimenteries. Merci. Pour ce qui vous concerne également à Lafarge Holcim, Mohamed Khlaqi. Alors, chez Lafarge Holcim Maroc, cette notion de capital humain, il est au centre de nos préoccupations. C'est vraiment une approche centrée employé. Hein. Alors, si je prends parmi les choses, je dirais, auxquelles on s'intéresse beaucoup, c'est comment on donne, je dirais, plus de confiance aux équipes et comment on leur donne les moyens d'agir. Si je prends l'exemple de l'usine d'Agadir, comme j'ai dit tout à l'heure, l'usine d'Agadir, elle a démarré novembre 2021. Donc on a fait de recrutement, plus que 50% des recrutements, c'était des lauréats sortis école, sans expérience. On a designé une organisation lean. Donc, et puis le reste des recrutements, il y avait 20% donc des mobilités internes. Et le reste, c'est des recrutements des gens avec une expérience dans différents métiers, expérience de 3 ans, 4 ans maximum. Aujourd'hui, l'usine, en 2024, elle a été classée la 3e au niveau mondial.
Ça, c'est grâce aux hommes qu'on a, je dirais, qu'on a recrutés et qu'on a développés. Alors, le développement, moi j'entends beaucoup de fois, les gens parlent, ils critiquent la formation marocaine, moi, issu d'une formation marocaine. Moi, je peux vous assurer qu'on a une très bonne formation. Moi, j'ai fait de l'expatriation à l'étranger, j'ai vu le niveau des techniciens et des ingénieurs à l'étranger. On a une très bonne formation. Il faut qu'on prenne notre responsabilité à coacher les gens, à les accompagner, à monter en compétences. C'est ça le secret. Le secret, c'est comment accompagner un jeune à monter en compétences, c'est-à-dire lui faire confiance, lui donner les feedbacks qu'il faut, les formations qu'il faut, investir en formation et attendre le fruit, ne pas, je dirais, le bousculer dès le départ à donner, je dirais, des résultats. Ça, c'est un aspect très important. Alhamdoulilah, aujourd'hui, c'est une cimenterie, comme j'ai dit, donc, qui n'a pas beaucoup qui vient de démarrer, et on est devenu une pépinière de talent pour le groupe Lafarge Maroc. Donc, grâce à cette approche, et aujourd'hui, c'est une approche, je dirais, au niveau de la culture de la boîte, approche coaching, on the job, coaching, je dirais, théorique, des formations théoriques pour apprendre le métier. Et c'est tout ça qui nous aide à, je dirais, à relever des défis, des grands défis, et en l'occurrence, cette transition énergétique avec les AFR, qui est un sujet très complexe du point de vue technicité. Hein. Donc aujourd'hui, alhamdoulilah, on est un modèle à l'échelle mondiale de point de vue utilisation des alternative fuels et autres paramètres, bien évidemment. Ce qui ouvre de belles perspectives futures. Questions dans l'assistance? On prend une ou deux réactions, peut-être une ou deux questions. Alors ici, madame au premier rang, mademoiselle Anaya, juste ici à côté de vous, voilà, et ensuite ça sera monsieur. Je vous en prie, levez-vous, présentez-vous et on vous écoute. Merci beaucoup. Je voulais peut-être pas intervenir en premier parce qu'en fait, je suis Houda Tsounsi, directrice des projets au sein de la SIE, Société d'ingénierie énergétique. Donc, j'accompagne ma collègue, Madame Selma Absi. L'idée, c'est en fait, je pose pas de questions. En fait, je continue sur cette intervention. En fait, notre présence aujourd'hui, c'est qu'on fait partie d'un écosystème. Déjà, on est sous la tutelle du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable. Donc, on fait partie de ceux qui bouclent la boucle pour atteindre les objectifs de l'État en matière de réduction de la consommation et augmentation des énergies renouvelables pour limiter, justement, réduire cette dépendance du fioul importé. Donc, effectivement, le débat est très intéressant parce que, bon, nous, au sein de la Société d'ingénierie énergétique, on est plutôt des hommes de terrain. On agit sur le terrain, on accompagne les différentes entités à réaliser les projets, à aller dans cette démarche d'efficacité énergétique, de cette transition énergétique. Mais on est conscient qu'on fait partie d'un écosystème. Si on n'a pas une entraide entre les différents acteurs, on ne pourra pas atteindre ces objectifs de l'État. Donc, de notre position, effectivement, aujourd'hui, on a lancé cet appel à manifestation d'intérêt, justement, qui est destiné aux industriels pour agir. Nous, on veut agir, et à travers cet appel à manifestation d'intérêt, on invite les industriels à s'insérer dans cette démarche de transition énergétique. Donc, faire bénéficier les industriels d'avoir une vision sur leur plan, le plan d'action à mettre en place. Donc, on fait des audits justement pour savoir quel est le potentiel de réduction de la consommation d'énergie, quel est le potentiel d'amélioration de la consommation au sein de l'industrie et effectivement réaliser des projets. Donc, comme l'a dit ma collègue, le CPE, le contrat de performance énergétique, pour nous, c'est une alternative importante justement pour réaliser ces projets. Donc, je profite de cette occasion pour inviter les industriels à aller sur notre site LinkedIn et voir quelles sont les conditions pour participer à cet appel à manifestation d'intérêt et de profiter de cet accompagnement pour réaliser les audits et pour réaliser les projets. Donc la première étape, c'est réaliser les audits, tracer les plans d'action et agir et faire profiter les industriels de cet écosystème qui leur permet d'atteindre les objectifs qui sont nos objectifs à tous. Et je tiens justement à dire qu'effectivement, la région de Souss Massa, elle a été précurseur dans différents domaines. C'est la première région qui a réalisé une décharge contrôlée, ce qu'on appelle un centre d'enfouissement technique.
C'est une région qu'on accompagne aujourd'hui avec fierté dans le cadre d'un programme d'efficacité énergétique en éclairage public. Franchement, et on voit que les industriels, il y a un potentiel justement pour être encore précurseurs dans ce domaine. On les accompagne et on les encourage vivement d'aller dans ce sens. Je laisse la parole au reste. Et lancé. Merci beaucoup pour votre intervention. Derrière, monsieur. Merci. Je vous en prie. Houssine Amzil, SRM SM, Société régionale multiservice Souss Massa. Ce qui m'amène, c'est la plus grande province de Souss Massa, Tata. Je reviens vers vous, monsieur Bahar, pour la centrale. Vous avez parlé tout à l'heure de la centrale solaire Nord Tata, qui se trouve, je crois, à Tegmout. Il aura 30 mégawatts. Donc 30 mégawatts, c'est colossal. 30 mégawatts, c'est l'énergie électrique de 3 fois la ville d'Il Jadida. Ma question est la suivante, je ne vais pas tarder. Est-ce que cette centrale va être dédiée, 30 mégawatts vont être dédiés à la province de Tata, ou il va avoir un mixte, c'est-à-dire solaire et énergie électrique SRM, sachant que, si je ne me trompe pas, la courbe pendant l'été à Tata, elle monte à 12 MVA. Merci beaucoup. Voilà, question directement adressée à Mazen. Je vous en prie. Effectivement, le projet Nord Tata sera installé dans la commune de Tekmout, province de Tata. La capacité sera autour de 40 MW d'essai, puissance crête, à peu près 30 si on discute plutôt en AC. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le projet il va avoir également une composante ligne, une composante transport. Donc il sera raccordé directement sur le réseau de transport. Et par conséquent, je vous apprends certainement rien. Donc il va servir à la fois à alimenter au niveau local, au niveau de la région, de l'énergie renouvelable, mais il va également contribuer dans le mix énergétique national du fait qu'il est raccordé directement sur le réseau de transport. Donc c'est pas forcément un programme. Je vois un peu l'origine de la question. C'est pas un projet qui va s'imbriquer directement sur le réseau de distribution, mais plutôt sur le réseau de transport. Voilà qui est dit. Mesdames, Messieurs, je vous propose de remercier très chaleureusement nos panélistes. C'est Tariq Bahar, manager développement de projet énergie renouvelable à Mazen, Salma Absi, project management officer à la société d'ingénierie énergétique. On l'applaudit très fort. C'est Al-Karim Zaidi, directeur d'usine Aït Baha, Ciment du Maroc. C'est Mohamed Kharraqi, directeur d'usine Souss Massa à la Farge Holcim Maroc. Et Hicham Bouzkri, toujours excellent pour son expertise, CEO Africa Technical Advisors, et non moins excellent, Karib Tounouti, directeur général de Socotec Maroc. Merci infiniment, mesdames, messieurs. Merci à l'assistance. On va faire une petite photo, c'est rien, ça c'est ce qui se passe quand un micro tombe. On va faire une petite photo pour immortaliser le moment. Je vous invite, chers panélistes, à vous avancer au devant de la scène et à vous rapprocher. Le temps de vous annoncer que nous allons faire une toute petite pause, histoire de digérer toutes ces informations qui nous ont été transmises. Et on va se retrouver dans une petite dizaine de minutes, ici même, pour continuer à explorer tout ce que la région de Souss Massa renferme en termes de potentiel, avec notamment la question de l'accélération industrielle et des solutions et programmes de financement. Merci infiniment, madame, messieurs. Merci à vous, chère assistance. Rendez-vous est pris dans 10 petites minutes, le temps de prendre un petit café. À tout de suite. Merci.